Il y a quelques jours, Donald Trump a été la cible de tirs et a failli être assassiné. Bien que le tireur, Thomas Crumbley, ait été tué sur le coup, son père a d'énormes problèmes avec la justice parce que Thomas a emprunté l'arme de son père pour tirer sur l'ancien président. Est-il sur le point de payer pour les péchés de son fils? Le père du tireur condamné. Cela fait quelques jours que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a failli être assassiné par Thomas Matthew Crooks. Crooks a été abattu peu après avoir tiré sur le président. Toutefois, selon certaines informations, le père de Crooks aurait appelé la police avant la tentative d'assassinat. Le jeune homme de 22 ans, diplômé du lycée de Bethel Park, en Pennsylvanie, avait disparu. Ses parents, Matthew et Mary Crooks, étaient très inquiets. Ils savaient que leur fils était en difficulté, mais ils n'avaient aucune idée de l'ampleur de la situation. Dans un geste désespéré, ils ont contacté la police locale, signalant la disparition de Thomas et exprimant leurs craintes pour son bien-être. Thomas a toujours été un peu solitaire. Il a été diplômé du lycée de Bethel Park en 22 ans et a récemment obtenu un diplôme d'ingénieur à l'Allegheny County Community College. Il a l'intention de s'inscrire à l'université Robert Morris à l'automne, après avoir été accepté à l'université de Pittsburgh. Malgré ses succès académiques, Thomas avait un côté troublé que peu de gens connaissaient. Ses affiliations politiques sont aussi complexes que sa personnalité. Thomas était inscrit au registre des Républicains, mais avait fait un don à une campagne progressiste en 21. Son père, Matthew Crooks, est inscrit au registre des Libertariens, tandis que sa mère, Mary Crooks, est inscrite au registre des Démocrates. Les voisins ont remarqué que la famille Crooks n'avait pas d'affiche politique dans son jardin, ce qui contraste fortement avec l'agitation politique qui régnait dans leur maison. Thomas était également membre d'un club local de tir, un hobby qu'il partageait avec son père. Ce détail s'avérera crucial pour la suite de l'enquête. Le jour de l'attaque, Thomas avait demandé à quitter son emploi d'aide diététique dans une maison de retraite locale. Il avait dit à son employeur qu'il avait quelque chose à faire, une explication vague qui allait bientôt prendre une signification effrayante. Au fil des heures, les parents de Thomas sont de plus en plus inquiets. Ils n'avaient aucune idée que leur fils préparait quelque chose d'aussi horrible. Pendant ce temps, Thomas se rendait à Butler, en Pennsylvanie, où l'ancien président Donald Trump tenait un meeting de campagne. Selon certaines informations, Thomas Matthew Crooks faisait des recherches sur Ethan Crumbley, le célèbre tireur du lycée, quelques jours avant qu'il ne tente d'assassiner l'ancien président Donald Trump. Ce lien a laissé de nombreuses personnes stupéfaites et en quête de réponses. Commençons par un peu d'histoire. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, Crumbley est responsable de la tragique fusillade du lycée d'Oxford en 2121, au cours de laquelle 4 étudiants ont perdu la vie. Le FBI et les services secrets américains ont révélé qu'ils avaient trouvé une photo de Crumbley sur le téléphone portable de Crooks. Ce dernier avait effectué des recherches approfondies en ligne sur Crumbley et ses parents afin de comprendre l'esprit d'un tireur de masse. Cette révélation a été faite lors d'une réunion avec les législateurs et a soulevé de nombreuses questions sur les motivations des actions de M. Crooks. Steve St. Juliana, dont la fille Anna, âgée de 14 ans, a été l'une des victimes de la fusillade du lycée d'Oxford, n'a pas été surpris par cette découverte. Il a fait remarquer qu'il est courant que les tireurs de masse fassent des recherches sur des incidents antérieurs, en quête d'inspiration ou de validation pour leurs propres plans violents. Juliana et sa fille aînée font partie du mouvement No Notoriety, qui vise à éviter de donner aux tireurs de masse la célébrité qu'ils recherchent. Ils estiment que la surmédiatisation de ces personnes peut inciter d'autres personnes à commettre des actes similaires. Ce mouvement a pris de l'ampleur, notamment à la suite d'incidents tels que la fusillade du lycée d'Oxford. Au fur et à mesure que l'enquête sur les agissements de Thomas Crooks avançait, de nouveaux détails troublants sont apparus. Le FBI et les services secrets américains ont découvert que Thomas Crooks s'était méticuleusement renseigné sur Ethan Crumbley, mais aussi sur d'autres tireurs de masse très connus. Ce type de comportement est alarmant et courant chez les individus qui planifient des actes aussi odieux. Le psychologue judiciaire Colin King, qui a interrogé Crumbley, a suggéré que Crooks aurait pu considérer Crumbley comme un mentor, cherchant à obtenir des conseils et des stratégies à partir de son cas pour l'une des similitudes les plus frappantes entre Crooks et Crumbley et leur lutte contre les problèmes de santé mentale. Le FBI et les services secrets ont découvert que Crooks avait recherché des informations sur les troubles dépressifs majeurs et le traitement de la crise dépressive. Ethan Crumbley a lui aussi été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble dépressif majeur. Les deux jeunes hommes semblaient lutter contre des démons intérieurs qui passaient inaperçus ou n'étaient pas traités par leur entourage. Andy Arena, l'ancien chef du FBI de Détroit, a noté que Crooks et Crumbley avaient tous deux du mal à s'intégrer. Ce sentiment d'isolement et d'aliénation est un point commun à de nombreux tireurs de masse. L'activité en ligne de Crooks a révélé une plongée profonde dans la vie d'autres tireurs, peut-être à la recherche d'un sentiment de connexion ou de compréhension. La similitude la plus effrayante est peut-être celle des armes utilisées dans les deux cas. Les enquêteurs ont révélé que Crooks avait utilisé une arme appartenant à son père, tout comme Crumbley avait utilisé une arme achetée par son père pour perpétrer la fusillade du lycée d'Oxford.
Ce lien souligne l'importance de sécuriser les armes à feu et de traiter les problèmes de santé mentale au sein des familles. James et Jennifer Crumbley, les parents du tireur d'Oxford, sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers parents américains à être condamnés pour une fusillade de masse perpétrée par leur fils dans une école. Ils ont été reconnus coupables de ne pas avoir sécurisé une arme à leur domicile et d'avoir ignoré les problèmes de santé mentale de leur fils. Leur fils purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que les parents ont été condamnés à 10 ans de prison. Tous trois font appel de leur condamnation. Cela signifie qu'il est très probable que les parents de Crooks soient inculpés et condamnés par un tribunal pour ne pas avoir sécurisé leur arme. Quelques jours avant la tentative d'assassinat, Crooks avait méticuleusement préparé un attentat contre Donald Trump. Armé d'un drone, Crooks a repéré les terrains du Butler Farm Show où devait se dérouler le rassemblement de Trump. Les forces de l'ordre ont confirmé que M. Crooks avait utilisé le drone pour inspecter la zone, mais le moment exact de l'opération reste incertain. Certains rapports suggèrent qu'il a fait voler le drone quelques heures avant le rassemblement, tandis que d'autres affirment que c'était plusieurs jours à l'avance. C'est un peu comme s'il voulait trouver le point de vue idéal pour mener à bien sa mission meurtrière. Le drone, équipé d'une caméra, lui a fourni une vue d'ensemble du site du rassemblement. Il a ainsi pu identifier la meilleure ligne de mire pour le podium où Trump prendrait la parole. La planification méticuleuse et l'utilisation de la technologie ont mis en évidence la détermination de Crooks et les efforts qu'il était prêt à déployer pour exécuter son plan. Que s'est-il passé ce jour-là? Le jour de la fusillade a commencé comme n'importe quel autre, mais il allait bientôt devenir l'un des plus inoubliables de l'histoire récente. Thomas Matthew Crooks a demandé un jour de congé. Il a dit à son patron qu'il avait quelque chose à faire et a assuré à ses collègues qu'il serait de retour le dimanche. Personne ne se doutait que ce jour de congé serait à l'origine d'une tentative d'assassinat qui allait bouleverser la nation. À 15h, M. Crooks se trouvait déjà dans la zone de contrôle de sécurité du rassemblement de Donald Trump dans le comté de Butler, en Pennsylvanie. Il est passé par les magnétomètres en portant un télémètre, un appareil utilisé par les chasseurs et les tireurs sur cible pour mesurer les distances. Cela a immédiatement mis la puce à l'oreille du personnel de sécurité qui l'a surveillé de près. Malgré les soupçons, Crooks a réussi à quitter la zone sécurisée sans autre incident. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère. Les enquêteurs pensent que Crooks est allé chercher un fusil dans sa voiture. À peu près au même moment, des témoins ont déclaré l'avoir vu ramper sur le toit du bâtiment de l'American Glass Research. L'une des 4 équipes de contre-tireurs a même vu Crooks regarder leur position à travers le télémètre. Ce fut un moment de tension, car il le regardait tandis qu'il les regardait. Crooks a accédé au toit en grimpant sur le système de climatisation du bâtiment et en se hissant. Ce n'était pas une mince affaire, et il a fait preuve d'une détermination et d'une planification qui ont laissé tout le monde stupéfait. Le rassemblement bat son plein, Donald Trump s'adressant à une foule de partisans enthousiastes. L'atmosphère était électrique, remplie de chants et d'acclamations. Soudain, l'impensable s'est produit. Thomas Matthew Crooks, posté sur le toit de l'American Glass Research Building, a tiré sur l'ancien président. La panique s'est emparée des gens qui se sont précipités pour se mettre à l'abri. Les agents des services secrets sont immédiatement entrés en action, formant un bouclier humain autour de M. Trump et le poussant à quitter la scène. La scène est chaotique. Des cris et des hurlements emplissent l'air. En quelques instants, les forces de l'ordre se sont mises en mouvement et ont convergé vers le bâtiment de l'American Glass Research. Un membre du public, le chef des pompiers volontaires Corey Comperatore, âgé de 50 ans, a été tué alors qu'il tentait de protéger sa famille. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a ensuite qualifié Comperatore de héros. 2 autres personnes, David Dutch, 57 ans, et James Copenhaver, 74 ans, ont été blessés mais ont survécu et sont actuellement dans un état stable. Donald Trump lui-même a été touché par une balle qui a transpercé la partie supérieure de son oreille droite. Du sang était visible sur son oreille et son visage lorsque les agents de protection l'ont rapidement évacué des lieux. Des témoins ont rapporté avoir vu Crooks sur le toit avec le fusil, et de nombreuses vidéos ont montré des manifestants alertant frénétiquement la police de sa présence. Un tireur d'élite des services secrets a rapidement réagi, ripostant et tuant Crooks sur le coup. Le lendemain, la confusion et l'horreur régnaient, des officiers armés s'approchant du corps sans vie de Crooks sur le toit. Lorsque la poussière a commencé à retomber, les enquêteurs ont trouvé la voiture de Crooks garée à proximité. À l'intérieur, ils ont découvert un gilet pare-balles, 3 chargeurs et 2 engins explosifs télécommandés. Il ne s'agissait pas d'une simple tentative d'assassinat, mais d'une attaque méticuleusement planifiée. La découverte de ces objets a donné des frissons à toutes les personnes impliquées. La réaction immédiate des forces de l'ordre a été rapide et décisive. Les routes ont été bloquées et un périmètre a été établi autour de la zone. Des hélicoptères ont survolé la zone à la recherche de tout signe de Crooks. Le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure ont été rapidement appelés à participer à l'enquête. Il ne s'agissait pas d'une scène de crime ordinaire, mais d'une urgence nationale. La question est maintenant de savoir pourquoi Thomas Crooks, un homme apparemment inoffensif, voudrait nuire au président Trump.
Thomas Matthew Crooks a grandi dans la petite banlieue de Pittsburgh, à Bethel Park, en Pennsylvanie. Connu pour son excellence académique, Crooks est sorti diplômé du lycée de Bethel Park en 22, gagnant un prix de $500 pour ses résultats en mathématiques et en sciences. Il a poursuivi ses études au Community College of Allegheny, ou CCAC, de 21 à 24 ans, où il a obtenu un diplôme avec mention très bien en sciences de l'ingénieur. Malgré sa réussite scolaire, la vie sociale de Crooks donne une image différente. Décrit par certains camarades de classe comme un solitaire fréquemment victime de brimades, il portait parfois des tenues de chasse à l'école. D'autres, comme Summer Barclay, se souviennent qu'il était passionné d'histoire et apprécié des enseignants. Crooks a travaillé dans la cuisine d'une maison de retraite locale, où il a passé une vérification de ses antécédents et n'a suscité aucune inquiétude de la part des membres du personnel. Thomas Crooks était inscrit au registre des Républicains, mais il a également fait un don de $15 au groupe de campagne libéral Act Blue en 21. Thomas Crooks n'a jamais eu la réputation d'être un politicien. En fait, ceux qui l'ont connu pendant ses années de lycée à Bethel Park High School le décriraient comme tout sauf cela. Il y a 2 ans, Crooks a obtenu son diplôme au lycée local, où il n'a montré aucun intérêt particulier pour la politique. Selon un camarade de classe qui a demandé à ne pas être identifié, les centres d'intérêt de M. Crooks étaient la construction d'ordinateurs et les jeux. Il était très intelligent. C'est ce qui m'a vraiment déconcerté, c'est qu'il s'agissait d'un garçon très intelligent qui excellait, a déclaré ce camarade de classe. Rien de fou n'a jamais été évoqué au cours d'une conversation. Jim Knapp, qui a pris sa retraite de son poste de conseiller scolaire à la Bethel Park High School en 22 ans, a fait des observations similaires. Knapp décrit Crooks comme calme comme un clocher, respectueux et quelqu'un qui se tient à l'écart, bien qu'il ait quelques amis. Knapp a rarement croisé Crooks car il n'était pas du genre à avoir besoin d'aide. Selon M. Knapp, M. Crooks se contentait de déjeuner seul à la cafétéria de l'école et il demandait à ses élèves s'ils voulaient de la compagnie. Les enfants ne l'insultaient pas et ne le brutalisaient pas, a déclaré M. Knapp. Il ajoute qu'il n'a jamais su que Crooks était politique de quelque manière que ce soit, même si d'autres élèves portaient parfois des vêtements à l'effigie de Trump ou de Biden. N'importe qui peut craquer, n'importe qui peut avoir des problèmes, a déclaré M. Knapp. Quelque chose a déclenché ce jeune homme et l'a poussé à se rendre à Butler hier et à faire ce qu'il a fait. S'agit-il vraiment d'une tentative d'assassinat ? Reste à savoir comment Thomas Crooks a réussi à accéder au toit et à exploiter les failles de sécurité. Dans un lieu aussi bien gardé, comment a-t-il pu échapper à la vigilance de la police et des services secrets pour grimper sur le toit et tirer sur Trump ? S'agissait-il d'une tentative d'assassinat ou d'une mise en scène visant à gagner le soutien des électeurs ? Analysons les événements de cette journée. En ce jour fatidique de Pennsylvanie, le toit d'un immeuble situé à 130 mètres du podium de Trump a été le théâtre d'une quasi-tragédie. Selon NBC News, ce toit était un point vulnérable connu. 2 sources familières avec les opérations des services secrets ont révélé que la zone aurait dû être sécurisée ou au moins surveillée. Pourtant, Crooks a réussi à passer entre les mailles du filet et à se positionner parfaitement. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a admis que le champ de vision entre le toit et le podium de M. Trump aurait dû être bloqué. Cet oubli flagrant soulève de sérieuses questions sur les mesures de sécurité mises en place ce jour-là. Comment une vulnérabilité aussi critique a-t-elle pu être négligée, surtout lorsque la sécurité d'un ancien président était en jeu ? Pourquoi cette information n'a-t-elle pas été transmise aux agents qui entouraient M. Trump ? Les autorités ont déclaré que les tireurs d'élite avaient repéré le suspect, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, sur le toit d'un bâtiment situé à l'extérieur de la zone de sécurité du rassemblement de samedi à Butler, en Pennsylvanie, à 17h52. Les coups de feu ont été tirés à 18h12. Cela fait 20 minutes d'inaction. Il a été vu avec un télémètre à 17h30, puis repéré sur le toit par les services secrets à 17h52. Trump est monté sur scène à 18h02 et 10 minutes plus tard, Crooks a tiré ses premiers coups de feu. C'est donc 62 minutes avant la fusillade. Que s'est-il donc passé pendant ces 20 minutes ? Pourquoi les services secrets n'ont-ils pas agi ? La réponse se trouve dans une série d'événements malheureux et d'erreurs de communication. Tout d'abord, parlons de la confusion. Le bâtiment AGR, où Crooks a pris position, servait de zone de rassemblement pour la police locale. Les tireurs d'élite des services secrets le savaient, ce qui a entraîné des hésitations. Ils doivent déterminer si la personne sur le toit représente une menace ou s'il s'agit d'un simple agent des forces de l'ordre. Ce délai de réaction était crucial. À 18h09, 3 minutes avant les coups de feu, l'une des équipes de tireurs d'élite s'est repositionnée, passant du sud au nord en direction de l'endroit où se trouvait Crooks. Ce repositionnement de dernière minute a ajouté au chaos. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes avant la fusillade, M. Crooks a été vu près des magnétomètres, où les manifestants étaient soumis à un contrôle des armes. Selon des sources policières, quelqu'un s'est montré méfiant et a commencé à s'approcher de lui. Crooks a alors reculé et s'est fondu dans la foule. Cette observation a donné lieu à 2 séries de transmissions radio, l'une signalant une personne suspecte et l'autre un avertissement général.
Alors que les officiers commençaient à chercher la personne suspecte, Crooks s'est dirigé vers le bâtiment de l'AGR. Le personnel de la police locale et les unités de contre-tireurs se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Les agents des services secrets écoutèrent la radio au sujet d'une personne suspecte et ont entendu les forces de l'ordre local parler d'une confrontation impliquant la police. Le shérif du comté de Butler, Michael T. Sloop, a déclaré à ABC News qu'un policier de Butler Township avait brièvement confronté Crooks sur le toit. Crooks a retourné son arme contre le policier, ce qui l'a fait reculer. Quelques instants plus tard, des coups de feu ont retenti. Entre le moment où Crooks a tiré son premier coup de feu et celui où le tireur a été tué, il ne s'est écoulé que 26 secondes. 11 secondes après le premier coup de feu, les contre-tireurs des services secrets ont atteint leur cible et 15 secondes plus tard, Crooks a été abattu. La confiance accordée à la police locale et la question de savoir si les services secrets étaient trop sollicités pour protéger efficacement M. Trump. Le tireur, Thomas Crooks, a fait feu depuis ce que la police a décrit comme un anneau secondaire, une zone patrouillée par des agents locaux et nationaux et non par les services secrets. Cet arrangement soulève de sérieuses inquiétudes quant à la coordination et à l'efficacité des mesures de sécurité mises en place. L'ancien agent des services secrets, Jonathan Wackrow, a fait remarquer que le fait de s'appuyer sur les forces de l'ordre local ne fonctionne que s'il existe un plan clair. Il a insisté sur le fait que lorsque vous dépendez de partenaires locaux, vous devez planifier et communiquer avec soin ce que vous attendez d'eux face à une menace. Le shérif du comté a admis qu'il y avait eu un échec, mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de responsable unique. Cette approche fragmentée de la sécurité a probablement contribué aux événements tragiques de cette journée. Ressources. Examinons maintenant les moments critiques qui ont suivi les coups de feu et le temps de réaction des services secrets. Les suites immédiates de la fusillade ont été chaotiques, mais les agents du secret service présents sur le terrain ont agi rapidement pour protéger M. Trump. Les images de l'incident montrent des agents formant rapidement un bouclier humain autour de M. Trump à la suite des coups de feu. Leur action rapide a sans aucun doute permis de sauver des vies et d'éviter d'autres blessures. L'ancien agent Robert McDonald a félicité les agents d'avoir fait un assez bon travail malgré l'absence d'un cahier des charges précis pour ce genre de situation. Toutefois, des critiques ont été émises quant à la rapidité avec laquelle ils ont emmené M. Trump en lieu sûr. Les images montrent les agents formant une barrière de protection autour de M. Trump, puis s'arrêtant lorsqu'il demande à ramasser ses chaussures. Un vétéran des services secrets, Jeffrey James, a déclaré que, d'après son expérience, il n'y aurait pas d'attente. « Si c'est moi qui suis là, non. Nous partons et nous partons maintenant », a-t-il déclaré. Malgré le danger immédiat, le processus d'évacuation a été d'une lenteur alarmante. Trump, en bon showman, s'est arrêté pour se faire voir de la foule, allant même jusqu'à taper du poing dans un geste de défi. Ce moment emblématique a été immortalisé par des photos et des vidéos, mais il allait à l'encontre du protocole standard des services secrets. Selon les experts, la personne protégée doit être pliée à la taille, ce qui permet aux agents de l'entourer complètement et de la protéger. Les actions de M. Trump ont rendu cela presque impossible, mettant ainsi sa vie en danger. D'anciens responsables des services secrets n'ont pas tardé à critiquer la réaction. John Mago, ancien directeur des services secrets, a parlé d'une couverture absolument terrible pour essayer de le faire sortir. Hattie Smith, qui a été directeur adjoint des services secrets de 22 à 25 ans, a déclaré « Cela aurait dû être plus rapide ». Le retard pris dans l'évacuation de M. Trump a soulevé de sérieuses questions quant à l'efficacité des mesures de sécurité mises en place cette nuit-là. Malgré le chaos, les services secrets ont finalement réussi à emmener Trump dans un hôpital local. Il y a été soigné pour une blessure de 2 cm sur le dessus de l'oreille droite. Le représentant Ronnie Jackson, qui était le médecin de M. Trump à la Maison-Blanche, le soigne quotidiennement depuis la fusillade. Ronnie Jackson a révélé que la balle était passée à moins d'1 centimètre de la tête de M. Trump. Malgré la gravité de la blessure, M. Trump se rétablit bien, même s'il doit encore porter un pansement en raison de saignements occasionnels. Un coup de force? S'il s'agit d'une manœuvre de pouvoir, elle n'est pas si surprenante, étant donné que M. Trump est prêt à aller très loin pour remporter les élections. Lors des dernières élections présidentielles, il a tenté à plusieurs reprises de s'opposer aux résultats qui déclaraient le président Joe Biden vainqueur des élections. Quelques jours après la fusillade, Donald Trump a fait sa première apparition au Vandel Arena de Grand Rapids, dans le Michigan. À 1h de l'après-midi, une file d'attente s'étendait sur près de 3 miles à l'extérieur de la salle de 12 000 personnes, avec des participants enthousiastes et impatients. M. Trump est monté sur scène à 5h, heure normale de l'Est, accueilli par un tonnerre d'applaudissements dans une salle comble. Il porte un discret sparadrap de couleur chair sur l'oreille, remplaçant ainsi le bandage blanc proéminent qu'il portait auparavant. La foule s'est tue lorsque M. Trump a commencé son discours, remerciant les milliers et milliers de personnes qui sont venues le voir presque exactement 1 semaine après l'attentat dont il a été victime. La foule s'est mise à applaudir à tout rompre, son admiration pour M. Trump atteignant de nouveaux sommets. M. Trump n'a pas hésité à critiquer le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Il s'est moqué de la campagne de M. Biden en déclarant
Ils ne savent pas qui est leur candidat, et nous non plus. Il a également répété l'affirmation erronée selon laquelle l'élection de 22 ans était truquée, une déclaration qui a suscité de vives acclamations de la part de ses partisans. La rhétorique de l'ancien président s'est éloignée de ses premiers appels à l'unité après la fusillade, puisqu'il a tenu des propos insultants à l'égard de M. Biden et de Mme Harris. Ce rassemblement a marqué la première apparition de Trump avec son nouveau colistier, J.D. Vance. Le duo a présenté un front uni en s'adressant à la foule. M. Trump a profité de l'occasion pour prendre ses distances avec le projet 25, une proposition controversée du groupe de réflexion Heritage Foundation. La droite radicale est vraiment extrême, a-t-il déclaré, une affirmation qui a trouvé un écho dans le public. L'incident a eu un impact profond sur l'image publique de Donald Trump. Selon un nouveau sondage ABC News Ipsos, la cote de popularité de M. Trump a grimpé à 40% après la tentative d'assassinat et le discours qu'il a prononcé lors de la RNC. Il s'agit de sa cote de popularité la plus élevée en 4 ans de sondage ABC News Ipsos. Pendant la majeure partie des 4 dernières années, sa cote a oscillé entre le bas et le milieu de la fourchette des 30%. La dernière fois que sa cote de popularité a été aussi élevée, c'était en août 1920, lorsqu'elle a atteint 42%, selon un sondage ABC News Washington Post. Le sondage a également révélé qu'une majorité d'Américains, 51%, ont toujours une opinion défavorable de Trump. Toutefois, la tentative d'assassinat et le discours puissant qu'il a prononcé lors de la RNC ont clairement eu un impact positif sur son image publique. Le sondage a montré que davantage d'Américains font confiance à Trump pour unir le pays en tant que président, avec 38% d'opinions favorables contre 31% pour Biden. Il est intéressant de noter que 29% des Américains ne font confiance à aucun des deux candidats. La tentative d'assassinat et l'augmentation de la popularité de Trump qui s'en est suivie ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la dynamique de l'élection à venir. Les événements dramatiques n'ont pas seulement renforcé l'image de Trump, ils ont également intensifié la surveillance du président Joe Biden. La cote de popularité de M. Biden a chuté à 32%, tandis que 55% des Américains lui sont défavorables. Immédiatement après la fusillade, les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien à M. Trump. Des hashtags tels que #TrumpStrong et #StandWithTrump ont commencé à circuler, les gens exprimant leur soulagement que l'ancien président ait survécu à la tentative d'assassinat. Le caractère dramatique de l'événement a semblé galvaniser sa base, renforçant sa confiance dans sa résilience et son leadership. Dans l'heure qui a suivi la fusillade, le président Joe Biden a été informé de la situation. Il a immédiatement commencé à préparer une déclaration écrite condamnant l'attaque et prévoyant un discours à la nation. M. Biden a même tenté d'appeler M. Trump, son rival pour les prochaines élections. La réaction rapide de M. Biden n'est pas caractéristique de la Maison-Blanche, qui réagit habituellement plus lentement aux crises. Cette fois-ci, le rythme était intentionnel, ne laissant aucune place au doute quant au sérieux avec lequel M. Biden prenait la tentative d'assassinat. Un collaborateur de M. Biden a parlé d'un moment de commandement en chef, soulignant le désir de M. Biden de faire baisser la température politique. L'unité est plus importante que jamais. La série de décisions et d'apparitions rapides de M. Biden intervient au cours de l'une des périodes les plus importantes de toute campagne récente pour la Maison-Blanche. À la suite de la fusillade, la campagne de M. Biden a interrompu toute communication externe et retiré toutes les publicités télévisées. M. Biden a également décidé de retourner à Washington pour recevoir des informations plus complètes de la part de ses principaux collaborateurs. Il a notamment tenu une réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche avec le vice-président, le ministre de la Justice et d'autres responsables de la sécurité intérieure et des forces de l'ordre le dimanche matin. La réaction de M. Biden ne s'est pas arrêtée là. Il a reporté son voyage à Austin, au Texas, où il devait commémorer le 60e anniversaire de la loi sur les droits civiques à la bibliothèque présidentielle de Lyndon B. Johnson. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la gestion de la réponse du gouvernement à la tentative d'assassinat de M. Trump. Il a notamment procédé à un examen par le Secret Service de toutes les mesures de sécurité prises pour la prochaine Convention nationale républicaine et à une enquête indépendante sur les mesures de sécurité prises lors du rassemblement de Trump. Dans une déclaration publique, M. Biden s'est adressé à la nation, exprimant son choc et sa condamnation de la violence. Se référant à Trump par son prénom, Donald, M. Biden a déclaré « Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence. C'est malsain, c'est malsain. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons unir ce pays. » Notre politique ne doit jamais être un champ de bataille littéral, et Dieu nous en préserve, un champ de mort. Nous défendons une Amérique qui n'est pas celle de l'extrémisme et de la fureur, mais celle de la décence et de la grâce. Il poursuit. M. Biden a souligné l'importance d'événements politiques pacifiques, déclarant « Le rassemblement de Trump aurait dû pouvoir se dérouler pacifiquement, sans aucun problème. Mais l'idée qu'il y ait de la violence politique ou de la violence en Amérique comme celle-ci est tout simplement inouïe. » Ces propos font écho aux sentiments de nombreux Américains horrifiés par l'incident.
Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat, M. Biden a répondu avec prudence. « Je n'en sais pas assez pour, j'ai une opinion, mais je n'ai pas de faits », a-t-il dit. « Je veux donc m'assurer que nous disposons de tous les faits avant de faire d'autres commentaires. » Sa réponse mesurée souligne la nécessité d'une enquête approfondie avant de tirer des conclusions hâtives. La Maison-Blanche a confirmé que M. Biden et Trump se sont entretenus par téléphone tard samedi soir, bien que les détails de leur conversation n'aient pas été divulgués. Un conseiller de M. Trump a également confirmé l'appel, indiquant un rare moment de communication directe entre l'actuel et l'ancien président. La réaction immédiate de Joe Biden à l'incident a été empreinte d'empathie et d'inquiétude. Il a remercié les services secrets d'avoir agi rapidement pour protéger M. Trump et les participants au rassemblement. « Je suis heureux d'apprendre qu'il est sain et sauf et qu'il se porte bien. Je prie pour lui et sa famille, ainsi que pour tous ceux qui étaient présents au rassemblement, en attendant de plus amples informations », a déclaré M. Biden. « Jill et moi sommes reconnaissants aux services secrets de l'avoir mis en sécurité. Ce type de violence n'a pas sa place en Amérique. Nous devons nous unir en tant que nation pour la condamner. » Donald Trump n'est pas le premier candidat à l'élection présidentielle ou président en exercice à se faire tirer dessus lors d'un rassemblement. Le 30 mars 1981, les États-Unis ont été secoués par un événement qui restera à jamais gravé dans leur histoire. Le président Ronald Reagan, 2 mois seulement après le début de son mandat, a été abattu lors d'un rassemblement devant l'hôtel Hilton de Washington. La journée avait commencé comme toutes les autres, Reagan devant prononcer un discours devant l'AFL-CIO, un important syndicat. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'anticipation lorsque le président nouvellement investi s'est adressé à la foule. Lorsque Reagan sort de l'hôtel, la scène devient rapidement chaotique. Parmi la foule se trouvait John Hinckley Jr., un jeune homme de 25 ans au passé trouble et à l'obsession dangereuse. Hinckley avait développé une fixation malsaine sur l'actrice Jodie Foster et pensait qu'en assassinant le président, il gagnerait son affection. Armé d'un revolver de calibre 22, Hinckley attendait son heure. Le président, entouré d'agents des services secrets, salue la foule en se dirigeant vers la limousine présidentielle. En quelques secondes, Hinckley tire 6 coups de feu en succession rapide. Le bruit des coups de feu résonne dans l'air et la panique s'installe. L'une des balles ricoche sur la limousine et atteint Reagan en pleine poitrine, perforant son poumon et provoquant une grave hémorragie interne. Dans un premier temps, Reagan ne sait pas qu'on lui a tiré dessus. Il est rapidement poussé dans la limousine par les agents des services secrets qui pensent ainsi le protéger. Ce n'est que lorsque Reagan a commencé à cracher du sang qu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Le président est transporté d'urgence à l'hôpital universitaire George Washington, où il subit une intervention chirurgicale d'urgence. La balle avait manqué de peu son cœur et les médecins ont travaillé sans relâche pour lui sauver la vie. Malgré la gravité de ses blessures, il a gardé son sang-froid et a même réussi à plaisanter avec le personnel médical. « J'espère que vous êtes tous républicains », plaisante-t-il alors qu'il est transporté dans la salle d'opération. La nation retient son souffle lorsque la nouvelle de la tentative d'assassinat se répand, et le monde entier assiste au combat de Reagan pour sa vie. D'autres personnes ont également été blessées. L'attaché de presse James Brady a reçu une balle dans la tête qui l'a laissé handicapé à vie. L'agent des services secrets Timothy McCarthy et l'officier de police Thomas Delahanty ont également été blessés alors qu'ils tentaient héroïquement de protéger le président. La bravoure et la rapidité d'action de ces personnes ont sans aucun doute sauvé des vies ce jour-là. L'un des changements apportés immédiatement après la fusillade a été l'amélioration de la formation et de la préparation des services secrets. Les agents ont suivi une formation plus rigoureuse et plus spécialisée pour gérer plus efficacement les situations à haut risque et les menaces potentielles. L'agence a également mis l'accent sur la collecte de renseignements et l'évaluation des menaces dans le but d'identifier et de neutraliser les dangers potentiels avant qu'ils ne se concrétisent. La fusillade a également conduit à la mise en œuvre de mesures de sécurité plus strictes lors des événements publics et des rassemblements. Le Secret Service a commencé à utiliser des technologies et des équipements plus avancés pour détecter et prévenir les attaques. Les détecteurs de métaux, les vitres pare-balles et d'autres mesures de protection sont devenus la norme dans les lieux où le président doit se rendre. L'agence a également adopté de nouveaux protocoles pour le contrôle et la surveillance des foules, ce qui a permis d'identifier et de gérer plus efficacement les menaces potentielles. Outre ces améliorations de la sécurité physique, le Secret Service a également amélioré sa coordination avec d'autres organismes chargés de faire respecter la loi. Cette collaboration a permis d'adopter une approche plus globale de la protection du président, avec plusieurs niveaux de sécurité travaillant ensemble pour protéger le président. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type.